Mon nom est Célia. J'ai 37 ans. Il y a 6 mois, ma vie s'est brisée, non pas avec le fracas d'un tremblement de terre, mais avec la froide déception d'un divorce. J'étais mariée depuis 15 ans à Marc, un architecte talentueux et ambitieux. Nous avions 2 enfants, Léo, 10 ans, et Héloïse, 8 ans. Mes 2 petits phares dans l'océan souvent agités de mon existence. Pendant toutes ces années, j'avais été la gardienne du foyer, la coordinatrice invisible d'une maison parfaite, la logistique derrière la carrière florissante de Marc. J'avais sacrifié mes propres ambitions, mes études d'art inachevées, pour le bien-être de ma famille. Mon rôle, pensais-je, était inestimable. J'avais tort. Quand Marc a quitté la maison pour sa jeune associée, il n'a pas seulement emporté son cœur, il a emporté toute ma sécurité financière. 15 ans d'amour et de travail non rémunéré ne valaient rien aux yeux de la loi, ni aux yeux du marché du travail. Je me suis retrouvée vulnérable, forcée de chercher un emploi après une interruption de carrière d'une décennie et demie, une tâche herculéenne qui me submergeait d'anxiété. C'est dans cette période de désespoir que mes parents, Isabelle et Gérard, ont généreusement offert leur aide. Ils sont des figures respectées, des piliers de la bourgeoisie lyonnaise, propriétaires d'une pharmacie prospère. Pour eux, le divorce était une souillure, une preuve éclatante de mon incompétence à maintenir l'ordre dans ma vie. L'offre d'hébergement était donc moins un geste d'amour qu'un acte de contrôle et de maintien des apparences. « Tu ne peux pas laisser les enfants dans la rue, Célia, mais tu devras suivre nos règles », avait tranché maman avec son ton glacial et définitif. Nous avons emménagé dans leur grande maison, une bâtisse en pierre austère et impeccablement entretenue à l'ouest de Lyon. 5 chambres, des moulures au plafond, un jardin immense et silencieux. Pour Léo et Héloïse, c'était l'aventure, une parenthèse excitante. Pour moi, c'était un retour en arrière, la redécouverte de la petite chambre d'adolescente aux murs jaunes où je m'étais toujours sentie incomprise. Dès les premières semaines, je suis devenue l'ombre de la maison, la domestique gratuite. Maman, obsédée par l'ordre et la propreté, m'assignait des tâches sans fin. La vaisselle n'est pas assez brillante, Célia. Tu as mal plié ces serviettes. Les enfants font trop de bruit. Mon temps libre était inexistant, partagé entre la recherche d'emploi, les tâches ménagères et les obligations de mère. Lorsque je tentais de partager mes petites victoires, un entretien d'embauche prometteur, une idée pour relancer ma carrière, ma mère les anéantissait avec une cruauté désarmante. Secrétaire, ce n'est pas un poste pour une femme de ton âge et de ton éducation. Tu devrais te concentrer à retrouver un mari solvable. C'est ton seul véritable talent, Célia. Le mot inutile n'était jamais loin. Il planait dans l'air, une accusation silencieuse mais omniprésente. J'étais inutile parce que je ne travaillais pas, inutile parce que j'étais divorcée, inutile parce que, à ses yeux, je n'avais aucune valeur monétaire ou sociale. Cette humiliation constante était mon salaire quotidien. Je ne pouvais partir sans ressources, et elle le savait, se délectant de sa position de pouvoir. Mes enfants, au moins, étaient à ma consolation. Ils sentèrent ma peine, mais leur amour était un rempart fragile contre la toxicité ambiante. Léo m'apportait des dessins, Héloïse m'enlaçait sans raison. Ils étaient ma raison de me lever et de subir. La tension est devenue insoutenable. Je sentais le terrain se dérober sous mes pieds. Ma confiance s'effritait jour après jour. Mes enfants, autrefois si joyeux et bruyants, étaient devenus silencieux, s'adaptant à la froideur de la maison de leurs grands-parents. Léo passait ses après-midi à lire des romans d'aventure pour échapper à la réalité. Héloïse arrêtait de dessiner dans le salon, craignant la critique. J'étais une mère impuissante, incapable de protéger mes enfants de la cruauté subtile de ma propre mère. Je savais que notre départ était inéluctable, mais j'attendais le déclic, l'étincelle qui me donnerait la force de couper les ponts, même au risque de me retrouver seule et sans filet. Cette étincelle est arrivée sous la forme d'un appel, celui de ma sœur Sophie. Sophie, l'enfant parfaite, la fille brillante, qui annonçait son retour à Lyon avec son mari avocat et leur nouveau-né, Gaspard. Mon cœur s'est serré. Le Golden Child allait arriver. Je savais que la petite place que nous occupions, moi et mes enfants problèmes, allait être effacée au profit de la nouvelle icône familiale. Le petit-fils mâle, l'héritier,
La maison allait devenir un champ de bataille émotionnel, et mes enfants seraient les premières victimes d'un favoritisme qui allait dépasser toutes mes craintes. L'arrivée de Sophie, de Thomas et du bébé Gaspard n'a pas été une simple visite. Ce fut une apothéose. Un couronnement orchestré par ma mère, Isabelle. La grande chambre d'amis, lumineuse et spacieuse, avait été transformée en une nurserie somptueuse, chaque détail criant l'adoration inconditionnelle. Des peintures douces, des jouets en bois coûteux, un mobilier de créateur. C'était une mise en scène écrasante, un contraste cinglant avec ma petite chambre d'adolescente, où Léo et Héloïse devaient partager un espace confiné pour dormir et jouer. Ce changement de décor était le signal. Le centre de gravité de la maison avait basculé. Le bébé Gaspard est instantanément devenu le tyran silencieux de la maison. La moindre larme, le moindre gazouillis était élevé au rang d'événement national. Pour mes enfants, les règles sont devenues une camisole de force. Ne cours pas, Léo. Tu vas réveiller Gaspard. Range immédiatement ces jeux de société, Héloïse. La maison doit être calme pour le bébé. Le jardin, autrefois leur refuge, leur terrain de jeu et d'imagination, est devenu une zone interdite. Mes enfants étaient relégués à ma petite chambre, obligés de chuchoter, d'effacer leur existence pour ne pas déranger l'enfant d'or et ses parents parfaits. Au repas, la conversation était un monologue de ma mère sur les progrès de Gaspard, la brillante carrière de Thomas, la perfection de Sophie. Lorsque Léo a reçu un prix de lecture à l'école, ou qu'Héloïse a réussi son examen de piano, maman balayait mes tentatives d'en parler d'un geste méprisant. « Célia, nous sommes à table. Parlons de choses plus intéressantes que les notes d'école. » Ou, pire, c'est normal que les enfants aient de bonnes notes. Sophie en avait aussi. Rien d'extraordinaire. Moi, j'étais désormais son assistante personnelle. Mon travail n'était plus seulement de m'occuper de mes propres enfants, mais d'assurer le confort complet de Sophie, Thomas et Gaspard. Je devais préparer des plats sophistiqués pour le couple parfait, faire la lessive de toute la maisonnée, et même veiller sur Gaspard lorsque Sophie et Thomas sortaient, sous prétexte que j'avais tout le temps du monde, puisque je n'avais pas de travail décent. La phrase revenait, lancinante, une lame de fond. « Tu es inutile si tu ne travailles pas, Célia. Au moins, sois utile pour la maison. » Elle la prononçait sans émotion, comme une vérité mathématique. L'humiliation a atteint son paroxysme un après-midi. Maman avait demandé à Léo et Héloïse de l'aider à ranger une pile de vieux livres dans la cave. Les enfants, heureux de se sentir utiles pour une fois, l'ont fait avec zèle. En remontant, Héloïse, le visage noir de poussière, a dit « C'est amusant d'aider, grand-mère. » Ma mère a froncé les sourcils. « Arrête de dire des bêtises, chérie. Tu n'as pas aidé. Tu as juste déplacé des cartons. Ta mère est la seule qui aide vraiment ici, en faisant la vaisselle et la lessive. Même si elle n'est pas douée pour trouver un bon travail, elle est au moins bonne à ça. » Héloïse a regardé sa grand-mère, puis moi, ses grands yeux remplis de larmes de confusion. Mon cœur s'est déchiré. Ma mère venait de réduire le travail et l'utilité à la seule servitude, et elle venait de blesser la fierté de mes enfants par la même occasion. J'ai compris ce jour-là que je ne pouvais plus tolérer cet environnement. Ce n'était plus une question de ma propre souffrance, mais de la destruction lente de l'estime de soi de mes enfants. Léo avait commencé à se renfermer, à douter de lui-même. Héloïse était devenue irritable et anxieuse. Je devais partir. Et vite. Ma rage, longtemps contenue, s'est transformée en une détermination froide et méthodique. J'avais un plan silencieux que j'avais préparé en secret pendant les nuits d'insomnie et les heures passées dans les bibliothèques. J'avais décroché un entretien pour un poste de gestionnaire de communauté. C'était loin d'être le métier rêvé, mais c'était un départ, une ancre de sauvetage. J'avais visité un petit 2 pièces exigu, mais abordable, en centre-ville. J'avais même réussi à obtenir un accord pour l'emménagement. La peur de l'échec était toujours là, mais la peur de rester, de voir mes enfants être brisés par le mépris de leur grand-mère, était bien plus forte. Le jour de l'affrontement final a été un dimanche ordinaire. Un déjeuner de famille, avec Sophie et Thomas assis à la table, l'air suffisant, et mes enfants, Léo et Héloïse, silencieux et invisibles à l'extrémité de la table. Ma mère a décidé que c'était le moment parfait pour donner le coup de grâce à ma dignité. Elle s'est adressée à Sophie, mais ses mots étaient destinés à tous. Une performance calculée pour m'humilier. Elle a souri,
un sourire sec et froid qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a pointé ma simple robe, usée, le vêtement le plus simple à ma disposition. Regarde-la, Sophie. 20 ans de mariage pour finir comme ça. Inutile pour son mari, inutile pour trouver un travail qui honore notre nom. Elle est un fardeau, elle s'accroche à nous parce qu'elle est incapable de voler de ses propres ailes. Je sentais mes joues s'enflammer. J'allais lui répondre, ma gorge était pleine de larmes et de fureur, mais avant que je ne puisse ouvrir la bouche, une voix, petite mais d'une fermeté étonnante, a fendu l'air. Le silence qui a suivi la déclaration de ma mère a été assourdissant. C'était le silence lourd d'une humiliation publique que maman avait l'habitude d'infliger sans rencontrer de résistance. Le mot « inutile » venait d'être prononcé avec une clarté et une méchanceté délibérées devant toute la famille. Mais ce jour-là, l'attaque n'allait pas rester sans réponse. Mon fils, Léo, 10 ans, s'est redressé sur sa chaise. Il ne tremblait pas, il ne pleurait pas, il me regardait, un regard de compassion et de courage qui m'a donné la force de me taire et d'écouter. Le moment était à lui. « Grand-mère » a commencé Léo, sa voix résonnant avec une netteté inhabituelle. « Ma maman n'est pas inutile. » Ma mère, visiblement prise de court par cette rébellion, a levé un sourcil, le geste classique qu'elle utilisait pour signifier le mépris. « Tu es trop petit pour comprendre le sens des mots, Léo. Mange ta soupe, ce sont des conversations d'adultes. »« Non, je comprends », a insisté Léo, refusant de s'asseoir. Il a posé son regard sur elle, un regard qui disait une vérité qu'elle ne voulait pas entendre. Vous dites qu'elle est inutile parce qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle n'a pas un travail comme oncle Thomas. Mais ce n'est pas ça l'utilité. Vous vous trompez de mots. Alors, ma petite Héloïse, ma fée courageuse de 8 ans, s'est levée elle aussi. Elle a pris la main de son frère pour lui donner du soutien. Ses yeux étaient déjà humides, mais sa voix était claire comme une cloche. Maman n'est pas inutile. Elle est la seule qui voit quand je suis triste. Elle est restée avec moi pendant mon cauchemar cette semaine, quand j'ai eu peur du noir. Elle nous lit une histoire chaque soir, même quand elle est fatiguée après avoir lavé toutes vos assiettes et vos vêtements. Léo a enchaîné, le débit rapide, comme un avocat en plaidoirie. Quand je me suis fait mal au genou au parc, vous avez dit « ce n'est rien ». Maman a couru. Elle a regardé, elle a mis de la glace. Elle écoute quand je parle de mes livres de science-fiction, même si elle n'aime pas ça. Vous parlez seulement de Gaspard et de l'argent. Est-ce que vous feriez tout ça, grand-mère ? Il a secoué la tête, un geste de dénégation absolue. Non. Vous nous dites juste de nous dépêcher et de ne pas faire de bruit. Héloïse a porté le coup final, se concentrant sur le mot de ma mère. Maman m'a dit que, même si je ne gagnais pas le concours de piano, j'étais sa championne. Elle ne m'a jamais dit que j'étais nulle. Elle n'a jamais dit que j'étais un fardeau. Elle est la personne la plus utile pour moi et pour Léo, parce qu'elle nous fait nous sentir aimés. Si être utile, c'est avoir le plus de cœur dans sa famille, alors maman a gagné. Et nous allons partir. Nous ne voulons pas rester dans une maison où on n'aime que les bébés qui ne répondent pas. Le silence était devenu absolu, la tension palpable. Mon père Gérard ne bougeait pas, les yeux fixés sur son assiette. Sophie et Thomas semblaient pétrifiés par l'honnêteté brutale de leur neveu. Ma mère, maman Isabelle, a perdu toute couleur. Elle avait été confrontée à sa propre misère morale par 2 enfants. Elle était habituée à juger, mais elle ne supportait pas d'être jugée, surtout sur la seule chose qui compte, l'amour. Les enfants, en utilisant la valeur émotionnelle et humaine de l'utilité, avaient anéanti son argumentaire basé sur la seule richesse matérielle. Ma mère a bafouillé, la voix cassée par la colère et l'humiliation. « Célia, dis-leur de s'excuser immédiatement. Ils ne me parlent pas sur ce ton. » Je me suis levée, ma voix calme, posée. Il n'y avait plus de larmes, juste une dignité retrouvée et une résolution inébranlable. Léo et Héloïse ont parfaitement raison. Nous partons. Et vous avez manqué la seule chose que vous deviez savoir. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, la révélant l'information que j'avais cachée. Je commence un nouveau travail lundi, un poste de gestionnaire de communauté, et j'ai trouvé un appartement. Nous sommes en train de faire nos cartons. Ce sera la dernière fois que vous nous humiliez. Ma mère,
cherchant à reprendre le dessus, a tenté une dernière attaque, sa voix tremblante d'incrédulité et de peur. Tu vas te retrouver sans rien. Tu vas échouer. Qui va t'aider à t'en sortir? J'ai pris les mains de mes enfants, ma fierté débordante. Je préfère échouer seule, maman, et apprendre à me relever, que de réussir sous votre regard méprisant. L'utilité n'est pas un compte en banque, c'est de donner de l'amour. Et mes enfants m'ont appris que j'en avais en abondance. C'est la plus grande richesse. Nous nous en irons. Nous avons quitté cette table ce jour-là, laissant derrière nous le confort et l'opulence, mais emportant une victoire morale qui valait plus que toute leur fortune. Le nouvel appartement était minuscule. Un 2 pièces exigu, dans un quartier animé de Lyon, loin de l'opulence froide de la maison de mes parents. Le salon était juste assez grand pour un petit canapé-lit pour moi et un coin de jeu pour les enfants. Léo et Héloïse partageaient la seule chambre, un espace qu'ils ont rapidement transformé en quartier général secret, rempli de rires et de chuchotements. La première nuit, nous avons dormi tous les 3 dans le même lit, serrés les uns contre les autres, et ce fut la nuit la plus réparatrice que j'ai passée depuis mon divorce. Il y avait le bruit de la ville, le bruit des voisins, mais il y avait surtout le silence du jugement qui avait disparu. Nous étions libres, nous étions chez nous, et nous étions utiles les uns pour les autres. Mon nouveau travail, gestionnaire de communauté dans une petite start-up technologique en pleine croissance, était exigeant, mais stimulant. Le salaire n'était pas extravagant, mais c'était mon salaire, le fruit de mon travail. Je n'avais plus à justifier mes horaires, mes compétences, ni mes choix de vie. J'ai rapidement appris à maîtriser les plateformes, à gérer les crises en ligne, et à construire une image de marque forte. Le sentiment d'être une professionnelle compétente, et non pas seulement une femme au foyer ratée, a transformé ma confiance en moi. J'ai canalisé la rage et la frustration accumulées pendant des années en une énergie productive. En 6 mois, j'ai été promue, avec une augmentation significative. Le changement le plus spectaculaire s'est produit chez mes enfants. Libérés de la pression et de l'invisibilité, Léo et Héloïse ont refleuri. Léo a retrouvé son sens de l'humour pétillant. Il a recommencé à écrire des histoires fantastiques, à dévorer les livres. Héloïse s'est remise au piano, jouant ses partitions avec une joie et une assurance nouvelle. Notre petit appartement est devenu un lieu de création et de soutien mutuel. Nous avions mis en place de nouveaux rituels. Les soirées crêpes du mercredi, le jour des films du samedi, et les dîners à 4 mains, où Léo et Héloïse aidaient à préparer le repas. « On est plus utiles ici, maman », m'a dit Léo un jour, avec un sourire entendu, « parce qu'on sert le dîner. On n'est pas juste assis à attendre d'être grondé. » Ce simple commentaire était la preuve que la leçon de la vraie utilité avait été retenue. Pendant ce temps, la vie dans la grande maison de mes parents s'est compliquée. Ma mère, privée de sa domestique gratuite, s'est retrouvée submergée par les tâches qu'elle jugeait indignes d'elle. Sophie, ma sœur parfaite, était trop occupée par son travail d'avocate pour s'abaisser aux tâches ménagères. Ma mère a dû engager une aide ménagère, une dépense qui l'a rendue folle de rage. Elle pestait contre le coût, contre l'incompétence des employés. L'ironie de la situation était délicieuse. Ma mère, obsédée par la richesse, devait payer pour le travail qu'elle jugeait inutile et que je faisais gratuitement. Le véritable plaisir est venu de la redistribution de la critique. Ma mère, n'ayant plus ma faillite à blâmer, a reporté son ressentiment sur Sophie, critiquant sa manière d'élever Gaspard, sa gestion de carrière. L'enfant parfait n'était plus aussi parfait, et le silence amer s'est installé entre ma mère et ma sœur. Puis, l'inévitable s'est produit. Ma mère a eu besoin de moi. C'était la fin d'une semaine particulièrement chargée pour elle. L'aide ménagère était absente, et elle devait organiser un dîner important pour les amis de mon père. Elle m'a appelée, sa voix raide, teintée d'une fausse nonchalance qui masquait son besoin désespéré. « Célia, ton père voudrait que tu viennes nous aider à préparer le dîner de ce soir. Tu es douée pour les grandes tablées, après tout. » C'était le moment parfait pour la réplique. J'ai pris une profonde inspiration, mon sourire étant audible à travers le combiné. « Je suis désolée, maman, mais c'est impossible. J'ai une réunion très tardive. Mon travail est très exigeant en ce moment, vous savez. Je suis utile ici, et je ne peux pas laisser tomber l'équipe. En plus, je dois vous avouer que je n'ai jamais été vraiment douée pour la cuisine. Vous me l'avez toujours dit.
Je suis une ratée en cuisine. Je dois me concentrer sur ce que je fais de mieux. Le mot utile et l'écho de son propre jugement raté l'ont frappée de plein fouet. Elle a raccroché sans un mot, comprenant que son ancienne esclave était désormais une femme libre. Ce jour-là, la vraie vengeance n'était pas le succès financier, mais la capacité de dire non et de faire valoir ma propre valeur sans émotion. 2 années ont filé à une vitesse folle. 2 années de liberté, de travail acharné et d'amour inconditionnel. J'ai continué à grimper les échelons. Je suis devenue directrice marketing, mon salaire me permettant non seulement de vivre confortablement, mais d'offrir à mes enfants la stabilité qu'ils méritaient. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand, plus lumineux, avec une chambre pour Léo et une pour Héloïse, des espaces où ils pouvaient exprimer leur créativité sans peur d'être jugés ou réduits au silence. Léo et Héloïse sont devenus des adolescents épanouis, leur intelligence et leur empathie étant les plus grandes récompenses de notre lutte. Ils avaient appris la dure vérité sur la superficialité de certaines relations, mais ils avaient aussi appris la force de l'autonomie et l'importance de se défendre. J'ai maintenu une distance polie avec mes parents, des cartes d'anniversaire, des appels courts pour les fêtes, mais pas de visite. Les choses ont basculé lorsque mon père, Gérard, est tombé gravement malade. Ma mère, Isabelle, a paniqué. Elle a appelé tout le monde, cherchant du soutien, de l'aide logistique, une présence. Sophie, toujours très prise par sa carrière et l'éducation de Gaspard, n'était présente qu'à travers des excuses et des courtes visites. Une fois de plus, j'étais la personne vers qui elle se tournait, non par affection, mais par nécessité. Je suis allée à l'hôpital. Non pas par obligation filiale envers ma mère, mais par respect et affection pour mon père. Mon père avait toujours été l'ombre silencieuse, celui qui n'osait pas contredire ma mère, mais qui ne participait pas non plus à mon humiliation. J'ai géré les rendez-vous, parlé aux médecins et veillé sur lui. Ma mère, épuisée et vulnérable, ne pouvait plus maintenir sa façade de contrôle. Un soir, alors que je quittais la chambre de mon père après l'avoir aidé à manger, ma mère m'a rattrapée dans le couloir. Elle ne m'a pas regardée. Elle a fixé le sol, les traits tirés par le stress et la fatigue. Elle a murmuré, une confession forcée par la réalité. « Célia, ton père dit que tu as toujours été la plus forte des deux. » Elle a fait une pause, puis, dans un souffle à peine audible, le mot est sorti. « Il dit que tu es la seule qui soit vraiment utile maintenant. » C'était la première fois en 30 ans qu'elle reconnaissait ma valeur sans la dénigrer immédiatement. C'était une reddition, une reconnaissance forcée par la situation. Dans l'épreuve, l'argent, le statut et l'enfant parfait n'apportaient aucune aide. Seule ma force d'âme, ma capacité d'organisation et mon soutien émotionnel étaient là. Je les regardais, sans triomphe, mais avec une profonde sérénité. Oui, maman, je suis utile. Mais je ne le suis pas pour vous. Je suis utile pour moi, pour mes enfants, pour l'entreprise que je dirige. Et je le suis devenue, malgré vous. Elle n'a pas répondu. Elle a baissé la tête et s'est éloignée. Elle était anéantie, non pas par la méchanceté, mais par la vérité implacable qui avait mis à nu son système de valeurs. La maladie de mon père avait révélé non seulement la superficialité de ses jugements, mais surtout la profondeur de la relation que mes enfants et moi avions construite. J'ai appris que la seule approbation qui compte est celle que l'on se donne à soi-même. Mes enfants, ces 2 petits guerriers, m'avaient défendu avec la seule arme vraiment puissante, la vérité de l'amour. Leur réponse ce jour-là n'avait pas seulement anéanti ma mère, elle m'avait libérée. La plus belle revanche est de ne plus jamais avoir besoin de l'approbation de ceux qui vous ont rabaissé. Je suis Célia, je suis une mère, je suis une professionnelle respectée. Et je suis, enfin, utile à moi-même. L'apaisement qui a suivi la convalescence de mon père n'était qu'une trêve illusoire. Gérard était rentré à la maison, affaibli mais stable, et ma mère, Isabelle, avait rapidement retrouvé une partie de son ancienne arrogance, bien que fissurée par la peur. La reconnaissance qu'elle m'avait accordée à l'hôpital était restée confinée aux murs stériles de l'établissement, une vérité trop embarrassante pour être exposée à la lumière du jour. Cependant, la dynamique familiale était définitivement brisée. La maison de mon enfance n'était plus un lieu d'oppression pour moi, mais un centre de gravité inversé. Mes parents avaient un besoin de moi, et non l'inverse. Sophie et Thomas, le couple parfait,
s'étaient avérés être des alliés fuyants face à l'adversité. Leur perfection s'arrêtait là où commençait l'effort et la vraie responsabilité. Ils excellaient dans les performances sociales et les réunions professionnelles. Mais le soin continu, la gestion des médicaments et la patience face à la fragilité, ces tâches inutiles et sans gloire, leur étaient insupportables. Le bébé Gaspard était toujours le centre de l'adoration de maman, mais il était désormais un enfant en bas âge turbulent, dont les crises brisaient le silence ordonné de la maison, ajoutant à la tension. L'illusion de l'enfant d'or commençait à se craqueler sous le poids d'une réalité quotidienne moins scintillante. Ma propre vie était un triomphe discret. Mon rôle de directrice marketing pour cette entreprise en pleine expansion me donnait une satisfaction que je n'avais jamais connue dans mon mariage. J'étais une leader, une visionnaire dont le travail apportait des résultats tangibles, mes campagnes de communication étant citées en exemple. Mes enfants, Léo et Héloïse, continuaient d'être ma plus grande fierté. Des jeunes gens équilibrés et sensibles, qui comprenaient la différence entre l'amour sincère et les obligations superficielles. Notre nouveau foyer était un bastion de résilience. Le véritable tournant s'est produit 6 mois après la sortie de l'hôpital de mon père. Son état s'est brutalement dégradé. Un retour en arrière rapide et impitoyable. Il a dû être de nouveau hospitalisé, cette fois avec un pronostic bien plus sombre. C'est là que le masque du faux soutien est tombé. Sophie et Thomas ne sont venus que 2 fois en 3 semaines, trouvant des excuses complexes liées à des dossiers urgents ou des voyages d'affaires imprévus. Mon père, dans ses moments de lucidité, commençait à voir clair. Il voyait ma présence constante, ma gestion minutieuse de ses soins, mon calme face à la panique de ma mère. Il voyait la distance polie de sa fille aînée, la fille qui avait pourtant suivi toutes ses règles et épousé tous ses idéaux. Un après-midi, maman était partie chercher du café, me laissant seule avec mon père. Il m'a tenu la main, ses yeux fatigués mais clairs. « Célia », a-t-il dit, sa voix n'étant qu'un murmure. « Je me suis trompée. J'ai laissé ta mère te juger, nous juger, et je n'ai jamais vu la force en toi. Je ne voyais que l'échec que ta mère te prêtait. Mais c'est toi qui es là, toujours toi. » Le pardon dans ses yeux, cette reconnaissance tardive mais sincère, était plus précieux que n'importe quelle fortune. Il m'a ensuite confié, le regard anxieux, un détail qui allait faire basculer le reste de l'histoire. Ton testament, le nôtre. Il doit être changé. J'ai fait des erreurs. Ta mère, elle ne voit que Sophie. Mais ce n'est pas juste. La pharmacie, Célia. Tu as toujours été la seule à avoir le sens des affaires, pas Sophie. Elle est brillante avec la loi, mais le commerce, il n'a pas pu continuer. Une quinte de tout l'a secoué. Cette conversation a semé une graine de doute et d'anticipation agressive. La pharmacie, le cœur de leur réussite bourgeoise, l'emblème de leur statut. J'ai réalisé que le vrai enjeu n'était pas mon utilité, mais l'héritage de cette utilité. Ma mère était obsédée par la transmission de leur réussite à l'enfant, parfait. Mon père, à la fin de sa vie, entrevoyait la vérité. Le succès exige plus que des titres. Il exige du caractère et du dévouement, qualité qu'il avait toujours négligée chez moi. Dès lors, ma présence à l'hôpital est devenue plus stratégique. Je devais m'assurer que mon père ait le temps et la clarté nécessaires pour corriger son erreur. Mais le temps a manqué. Gérard est décédé paisiblement dans son sommeil quelques jours plus tard, avant que le notaire n'ait pu finaliser les modifications de son testament. La mort a agi comme un catalyseur pour le conflit final. L'atmosphère aux obsèques était un mélange hypocrite de tristesse et de calculs financiers. Ma mère était effondrée, bien sûr, mais ses larmes étaient teintes de la panique de celle qui perd son pilier. Sophie et Thomas, revenus de leur absence, jouaient le rôle des héritiers en deuil, drapés dans leur élégance hautaine. Ils me regardaient avec un mélange de pitié et de condescendance. La pauvre Célia qui allait une fois de plus se retrouver sans rien, malgré tous ses efforts. Ils ignorèrent que mon père m'avait tout dit. Ils ignoraient que je savais que leur façade de perfection était sur le point d'être ébranlée. J'ai serré les mains de Léo et Héloïse, mes 2 témoins silencieux, qui comprenaient l'enjeu invisible de cette cérémonie funèbre. Le moment de la lecture du testament allait être le véritable jugement dernier pour cette famille. La lecture du testament, quelques semaines après les obsèques, s'est déroulée dans le bureau froid et boisé du notaire de la famille, Maître Dubois,
un homme aussi austère que les murs de la maison de mes parents. L'atmosphère était saturée d'une attente avide. Ma mère, maman Isabelle, vêtue de noir, était assise à côté de Sophie et Thomas, le clan des héritiers. J'étais seule, en face d'eux, tel un paria invité par simple formalité légale. Mon cœur ne battait pas d'avidité, mais d'une curiosité aiguisée et d'une rage froide que j'avais appris à maîtriser. Je savais ce que mon père voulait, mais je craignais ce que le document disait. Le testament était ancien, rédigé à une époque où j'étais encore la femme au foyer inutile, et où Sophie était l'enfant modèle, promise à la gloire. Maître Dubois a commencé par les legs habituels. Des comptes bancaires, des assurances-vie pour maman. Puis, il est arrivé au cœur de l'héritage, la pharmacie et les biens immobiliers. L'intégralité de la pharmacie, le fonds de commerce et les murs de l'officine a été léguée à Sophie. L'intégralité de la maison de famille et une grande partie des actifs liquides revenaient également à maman, avec Sophie comme bénéficiaire résiduelle. Quant à moi, le notaire a lu, d'une voix monocorde, que mon père me léguait seulement un petit appartement qu'il possédait en ville, le studio qu'il louait à des étudiants, et une somme modique, pour subvenir à mes besoins urgents. La dignité que j'avais construite s'est sentie attaquée par cette insulte financière. Le montant était dérisoire, une aumône qui soulignait l'opinion que mon père avait eue de moi avant son dernier éclair de lucidité. Un silence de triomphe a enveloppé ma mère et ma sœur. Sophie, tout en gardant une façade de tristesse, n'a pu s'empêcher d'échanger un regard de satisfaction glaciale avec Thomas. Ma mère a souri à peine, un sourire de « je vous l'avais dit », qui m'a fait serrer les poings sous la table. L'injustice était palpable, agressive, prouvant que la richesse matérielle avait toujours primé sur l'amour. C'est alors que j'ai compris que ma vengeance ne serait pas émotionnelle, mais intellectuelle et légale. J'ai pris la parole, interrompant le notaire qui s'apprêtait à conclure. Ma voix était calme, mais percutante. Une voix de directrice marketing habituée à mener des négociations difficiles. Maître Dubois, je comprends la lecture du testament, mais je dois vous informer qu'il manque une information cruciale qui concerne un détail commercial de la pharmacie. Sophie, alertée, a froncé les sourcils. De quoi parles-tu, Célia? Tu n'as jamais mis les pieds dans la pharmacie. Au contraire, Sophie. J'ai souri, un sourire qui n'était pas de la joie, mais de la supériorité stratégique. Pendant mes 15 années de mariage, j'ai toujours géré les logiciels d'inventaire et les systèmes de fidélité pour mon mari Marc, avant qu'il ne devienne architecte. C'était son travail avant, vous vous souvenez? Ce sont des compétences que j'ai mises à jour pour mon nouveau poste en marketing. Et pendant mes visites à la pharmacie pour mon père, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. J'ai sorti de mon sac un dossier que j'avais préparé, un acte notarié que mon père m'avait montré avant de tomber malade, mais qu'il n'avait pas eu le temps de joindre au testament. La pharmacie Maître Dubois n'est pas uniquement le fonds de commerce et les murs. Mon père avait créé une société civile immobilière, SCI, distincte pour la gestion des murs commerciaux en 2010, pour des raisons fiscales. Et l'acte constitutif de cette SCI, que voici, stipule que toutes les parts de la SCI sont réparties à parts égales entre ses deux enfants au moment de sa mort, indépendamment du testament. Il s'agit d'une clause survivance non modifiable par testament postérieur sans l'accord des deux parties. Le silence a été total. L'acte, signé des deux parents, était un document à part, une sorte de filet de sécurité que mon père avait mis en place il y a des années pour protéger les actifs des conjoints, mais qui, ironiquement, m'accordait maintenant la moitié de la valeur immobilière de l'officine. Sophie et Thomas se sont jetés sur le document, leurs visages se décomposant. Sans la SCI, la pharmacie était un fonds de commerce sans ses murs, invendable et sans valeur réelle. Je possédais la moitié des murs. Je détenais la clé de leur héritage. Ma mère, maman Isabelle, hurlait « Non, tu n'es qu'une opportuniste, c'est une erreur ». J'ai regardé ma sœur, la parfaite Sophie, qui était maintenant démasquée. « Tu es l'experte en droit, Sophie. Tu sais que la SCI prime sur le testament sur ce point. Je possède 50% des murs de ta pharmacie. Nous sommes associés maintenant. » J'avais utilisé mes compétences inutiles pour déjouer leur arrogance. La faillite que ma mère m'avait promise était devenue ma plus grande force. Une force polémique qui allait forcer la main de la famille. Mon plan n'était pas de me battre pour cet argent, mais de démontrer que ma valeur était bien réelle.
et que leur système de valeurs était voué à l'échec. La partie n'était pas finie, elle venait de commencer. La révélation de la Société civile immobilière, SCI, a fait l'effet d'une bombe thermonucléaire dans le bureau du notaire, brisant l'image de perfection et de contrôle que ma mère et ma sœur s'efforcèrent de maintenir. Ce jour-là, l'enfant utile est devenu le partenaire silencieux et indispensable de l'enfant parfait. Sophie, experte en droit, savait que l'acte de SCI était incontestable. Elle était furieuse, non pas à cause de la perte financière, mais parce que son statut d'unique héritière et son sentiment de supériorité étaient menacés. Elle et Thomas ont immédiatement cherché à me racheter ma part, proposant des sommes dérisoires, prétextant que ma contribution à l'entreprise était nulle. « Ta présence dans cette SCI est une anomalie, Célia », avait lancé Sophie, son visage déformé par la fureur. « Tu as besoin d'argent, nous allons te payer ce que cela vaut, et tu disparaîtras de nos vies. » J'ai souri calmement, le sourire d'une femme qui n'a plus peur d'être inutile et qui sait exactement combien vaut sa nouvelle utilité. « Non, Sophie, je ne disparaîtrai pas. Mon prix n'est pas monétaire, il est moral. La SCI qui détient les murs de ta pharmacie fait de moi ton associé. Et en tant que directrice marketing, je vois des failles majeures dans la gestion de l'image et de la clientèle de cette officine. Ma décision n'était pas d'encaisser un chèque et de m'en aller. Mon objectif était d'utiliser cette position de pouvoir pour exposer la superficialité de leur héritage et pour forcer ma mère à confronter la vérité. Le succès qu'elle vénérait était creux, sans une base de compétences réelles et d'empathie. J'ai exigé un siège au comité de gestion de la pharmacie. Une condition absurde mais légale, pour ne pas paralyser l'activité de l'officine. Ma mère était indignée. « C'est une vengeance mesquine, tu n'as aucune formation en pharmacie. Et toi, maman, tu n'as aucune formation en gestion de crise numérique ni en marketing moderne, » ai-je rétorqué. Pourtant, c'est exactement ce dont la pharmacie a besoin pour survivre face à la concurrence des grandes chaînes. C'est ma contribution. Soit j'ai mon mot à dire, soit nous vendons la totalité des murs à un tiers, ce qui nécessiterait l'accord unanime des actionnaires de la SCI. Devine qui est l'une des actionnaires. Prise au piège, Sophie a été contrainte d'accepter. C'est ainsi que la femme inutile est devenue l'experte en stratégie du commerce familial. J'ai consacré mes soirées, après mon travail, à analyser les données de la pharmacie, identifiant les faiblesses, proposant des solutions. Mes compétences, celles que ma mère avait balayées, ont permis de moderniser le système de fidélité, d'améliorer la communication en ligne et d'attirer une nouvelle clientèle plus jeune, sauvant l'entreprise de la stagnation. Je n'ai jamais pris un centime de salaire pour ce travail, prouvant que ma motivation n'était pas l'argent, mais la démonstration de ma propre valeur. L'impact sur ma mère fut dévastateur. Elle a dû voir la fille qu'elle avait dénigrée réussir là où la fille qu'elle avait adorée, Sophie, était une simple gestionnaire légale. Elle a vu l'incompétence de l'argent face à l'efficacité de l'amour-propre. 1 an après la mort de mon père, la pharmacie était florissante. J'ai convoqué une réunion de la SCI. Ma mère, Sophie et moi. J'ai sorti un chèque et un nouvel acte notarié. La pharmacie est sauvée. Elle est rentable et l'image est excellente. J'ai prouvé ce que je devais prouver. Mon heure est venue. J'ai regardé Sophie. Je te vends mes 50% des parts de la SCI, à la valeur du marché actuel, que tu n'aurais jamais atteinte sans mon intervention. Mais mon prix comprend une condition supplémentaire, la création d'une bourse d'études annuelle, au nom de mon père pour les jeunes mères, reprenant leurs études ou leur carrière, gérée par une fondation indépendante. Sophie a signé. Maman, assise à côté, n'a pu rien dire. J'ai encaissé le chèque, une somme colossale qui me donnait une sécurité financière absolue pour toute ma vie. Mais l'argent n'était pas ma victoire. Ma victoire était d'avoir transformé le symbole de leur arrogance en un instrument de justice pour d'autres femmes. J'ai quitté la réunion sans un au revoir. La boucle était bouclée. J'étais partie comme la femme inutile. Je suis revenue comme la directrice stratégique qui a sauvé l'héritage et je suis repartie avec ma dignité, mon argent et la certitude que l'amour de mes enfants était le seul héritage qui comptait. Le machine learning avait prévu ce « triumph of ethical utility », le moment où la protagoniste utilise son pouvoir non pour détruire, mais pour créer une nouvelle forme de valeur, transformant l'agressivité en justice systémique. Ma mère,
en me traitant d'inutile, m'avait donné l'aiguillon pour devenir la personne la plus essentielle de ma propre vie.